Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Nous sommes le dimanche 20 avril et aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode de l'invité du Trends Talk. Derrière des réalisations technologiques impressionnantes à l'étranger, il y a des Belges. Pourquoi l'entreprise à succès iCare a-t-elle décidé de ne pas entrer en bourse comme promis ? Comment gère-t-elle sa croissance continue dans un contexte international secoué ? Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Arnaud Stevenhart, cofondateur d'iCare, pour répondre à nos questions. Notre invité commence en parlant de son expérience dans la gestion de la croissance de iCare. Z sur 7, l'invité du Trends Talk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. C'est vrai qu'iCare connaît une croissance depuis la fondation en 2004. Croissance continue. Chaque année, on a fait plus que l'année précédente et toujours significativement plus. On a encore une vingtaine de pourcents de croissance l'année passée. Et sur les 5 dernières années, la croissance est même plutôt de l'ordre de 30%. Et c'est avec ce type de croissance qu'on renoue et c'est ce qu'on... Quand on parle avec vous, c'est presque naturel en fait. Oui, alors c'est naturel pour 2 raisons. D'abord, il y a une croissance du marché. On est tiré par la demande des industries pour nos solutions. Ça, c'est très clair depuis le départ. Mais c'est aussi une volonté de Fabrice et moi de capturer cette croissance et d'inscrire iCare dans cette dynamique. Ce qui n'est pas toujours évident parce que, évidemment, c'est pas le choix confortable. Ça demande de se remettre en question en permanence, de revoir l'organisation de manière régulière, de prendre des risques. Mais c'est le choix qu'on a toujours fait et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans les leaders mondiaux de notre secteur. Oui, j'allais dire au niveau international, parce que vous êtes au présent... Au niveau international, ouais. Tout à fait. On a démarré en Belgique, on a très vite ouvert une première filiale en Italie, en France, et on est aux États-Unis depuis quelques années déjà. C'est le principal marché de croissance aujourd'hui pour iCare. Alors, vous avez annoncé fin mars le rachat de SDT International. C'est quoi ? C'est un jalon important ou c'est business as usual dans la croissance ? Non, je ne dirais pas que c'est business as usual. On a fait toute une série d'acquisitions ces dernières années, donc quelque part, on pourrait considérer que c'est une de plus. Ce n'est pas le cas. D'abord par la taille. SDT, c'est quand même une acquisition importante. Mais aussi, pour 2 autres éléments, c'est très complémentaire au niveau technologique. Donc les technologies d'iCare permettent de suivre déjà un très grand nombre d'équipements industriels, mais celles d'SDT complètent encore la panoplie et permettent d'étendre encore nos activités. C'est aussi une société à l'international qui a un très bon accès à toute une série de marchés, donc une série de pays dans lesquels on n'était pas encore forcément très présent. Et puis il y a une volonté de Fabrice et moi de garder un ancrage belge. Et je pense qu'on peut dire que si ça n'avait pas été iCare, SDT risquait fort de passer dans des mains étrangères. Donc il y a aussi un peu ce côté... patriote, enfin patriote, voilà, on peut dire ça. Alors, décision importante. Donc vous aviez annoncé une IPO cette année. Pour finir, les agitations de marché ont fait que vous vous êtes dit c'est peut-être plus prudent de reporter. Comment on prend une décision comme ça ? C'est difficile parce qu'effectivement, quand on l'a annoncé lors des 20 ans d'iCare en septembre, c'était vraiment l'objectif, on y croyait. On était porté par notre personnel qui attend cet événement aussi, donc c'est pas une décision facile à prendre. Mais effectivement, avec le contexte de volatilité des marchés, l'absence totale d'IPO, pas seulement en Belgique, mais mondialement, à un moment, je pense qu'il ne faut pas être suicidaire. J'avais glissé un peu à Fabrice la formule, puisqu'on avait fait les 20 ans à Spa. On ne lance pas une course le dimanche quand les conditions sont dantesques, et elles sont malheureusement un peu dantesques aujourd'hui sur les marchés. Donc il fallait être raisonnable, et ce n'était pas le moment de se lancer dans cette course-là. Et c'est quoi votre analyse justement par rapport à ces marchés ? Alors, la volatilité, ça c'est un faible mot pour le moment, mais
c'est quoi? C'est une tendance durable? On sait qu'il y a toutes les annonces, les retraits, guerre commerciale, droits de douane, tout ça. C'est ça votre analyse ou bien ça va un peu plus loin que ça? Au niveau marché, moi je ne suis pas économiste, donc je n'ai pas de prétention de lire l'avenir, encore moins de le prédire. Je ne suis pas particulièrement inquiet. Je pense que il y a une vraie création de valeur dans les entreprises technologiques, malheureusement essentiellement aux États-Unis, mais enfin il y a quand même aussi quelques fleurons en Europe. Et pour ces entreprises-là, je ne suis pas inquiet. Ce sont des entreprises qui ont de la croissance. Il peut y avoir à certains moments un peu de survalorisation, mais avec la croissance, ça se régularise. D'ailleurs, quelque chose qui est marquant, c'est de comparer la manière dont le Nasdaq a chuté lors des annonces de Trump avec la chute du Bell 20, qui est quand même réputé un indice beaucoup plus conservateur et solide. Vous pouvez regarder, la chute des deux a été vraiment la même. Par contre, si on regarde sur le long terme, la croissance du Nasdaq a été infiniment plus forte. Donc moi, je reste tout à fait convaincu que les nouvelles technologies sont la meilleure manière de générer de la croissance et pas inquiet particulièrement par les soubresauts. On parle bien d'un report dans ce cas-là? Report d'introduction. Ouais. Oui, on parle d'un report. Parce qu'il y avait d'autres, à un moment, vous aviez imaginé peut-être d'autres formules de capitalisation, etc. Enfin, est-ce que ça veut dire que ça reste pour vous le chemin? Oui, ça reste le chemin. Il y a, je pense, 3 chemins essentiellement possibles. Le premier, ce serait de céder le contrôle, de vendre. On a régulièrement. C'est pas votre souhait? Pas du tout. Donc, même si on est régulièrement approché, c'est pas du tout l'objectif. Ça n'a jamais été. Le deuxième, évidemment, c'est une introduction en bourse et notre souhait c'est d'y venir dès que les marchés s'éclairciront et puis dès que toutes les conditions seront réunies de nouveau. Et entre-temps, essentiellement parce qu'il y a une dynamique encore une fois au niveau de notre secteur, je le disais, il y a une forte croissance, on arrive à tripler d'année en année les ventes de nos solutions digitales sur le même rythme que nos meilleurs concurrents, mais en dépensant 4 fois moins qu'eux en termes de marketing. iCare dépense une dizaine de % de son chiffre d'affaires en marketing. Alors certains peuvent considérer que c'est déjà beaucoup, mais la norme dans les secteurs digitaux, c'est plutôt 40%. Non seulement dans nos activités, mais même Odoo est à ce genre de ratio. Alors, on considère, vu la dynamique des marchés, de nos clients, aux États-Unis en particulier, que pour saisir au maximum toutes les opportunités, on doit s'aligner, lever des fonds comme nos concurrents, pour se battre à armes égales. On fait déjà aussi bien qu'aujourd'hui. Je pense qu'avec des fonds, on sera vraiment très dominant. Alors, on a parlé des droits de douane et de ce contexte de volatilité. Est-ce qu'on entend dire que c'est un peu la fin d'une certaine mondialisation? Ce n'est pas d'ailleurs d'aujourd'hui. Il y a une tendance de fond un peu depuis quelques années, qui a été renforcée par la pandémie de Covid, qui fait que sans doute les flux commerciaux mondiaux se restreignent, en tout cas se limitent peut-être parfois au niveau régional, etc. Est-ce que c'est une tendance que vous percevez, justement, vous qui êtes présent au niveau mondial ? Alors nous, au niveau d'iCare, on ne perçoit pas forcément cette tendance-là. On est partout, on ne subit pas ces décisions-là. On l'a vu, notre business model est résilient. En 2008, crise financière, ça n'a pas freiné la croissance. Le Covid non plus. Donc au niveau d'iCare, on ne le sent pas. Par contre, moi je dirais que les tarifs, par exemple, de Trump, ça n'initie pas la fin de la mondialisation. Il y a, depuis plusieurs années déjà, une polarisation entre la Chine d'une part et les États-Unis. C'est pas neuf. Depuis plusieurs années déjà, une société comme Huawei a été bannie ou freinée dans certaines applications, dans certaines régions. Donc on voit toute une série de signes, me semble-t-il, depuis plusieurs années de polarisation. Oui, il y a déjà la lutte pour être la première puissance mondiale, mais en plus, il y a le fait que la Chine est devenue un vrai concurrent technologique, en réalité. Tout à fait. Et puis la Chine a des partenariats commerciaux avec de plus en plus de régions du monde. Il y a une infographie qui montre ça très clairement. Donc les vrais enjeux, je pense, sont là. Et c'est une clé de lecture que j'ai toujours à l'esprit, en tout cas quand je vois des décisions politiques qui sont prises au niveau des États-Unis. C'est finalement cette rivalité... Qui serait en fait la toile de fond de tout. Sans doute que ce qui explique
ce climat de tension, etc. On le voit maintenant, il y a eu des annonces de droits de douane généralisées, annoncées un peu plic-ploc. Ce qu'il en reste, en tout cas à l'heure où on parle, c'est surtout le mur de droits de douane entre les États-Unis et la Chine, quoi. Alors, je ne sais pas si ça explique tout, mais je crois que c'est une clé de lecture qu'il faut garder à l'esprit, en tout cas, pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Alors, j'avais vu sur votre LinkedIn, si je ne me trompe pas, une photo que vous aviez publiée avec une certaine fierté, qui était celle du nom d'Aiker qui était affiché sur le célèbre billboard du Nasdaq. Oui, absolument. C'est une belle image. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui compte pour vous, ça? Oui, je dirais honnêtement, quand on a démarré l'entreprise, et même jusqu'à récemment, c'était même pas un rêve d'avoir un jour notre marque sur le mur du Nasdaq. Donc ça restera quelque chose de très mémorable, évidemment. Parce que le rêve américain, c'est quelque chose qui compte encore aujourd'hui, enfin, ou qui est, bon, je ne vais pas dire romantique, il y a un côté pragmatique évidemment, mais le rêve américain, surtout en fait, l'écosystème américain est quand même excessivement performant à ce niveau-là. On voit la dynamique des investisseurs, la dynamique des entrées en bourse en général, la dynamique de développement des entreprises. Je ne vais pas la citer, c'est pas une concurrente, mais c'est quand même marquant. Une entreprise digitale aux États-Unis qui, après la 6e année, générait plus de 400 millions de chiffre d'affaires. Ça montre une dynamique énorme aux États-Unis. Et donc, avoir le nom d'Aiker qui apparaît au cœur de cette dynamique-là, c'est évidemment une grande fierté, oui. Vous avez dit aussi que Wall Street était un aspirateur à innovateur. Ça veut dire aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire que les capitaux sont là, le dynamisme est là, bon, le marché évidemment. C'est dans ce sens-là? Mais c'est tout un écosystème. Hein. Je pense que c'est vraiment toute une série d'incitants qui se répondent les uns aux autres. Les investisseurs en font partie, la culture de prise de risque, la manière dont les normes financières sont structurées. Tout va dans le même sens et crée une dynamique qui devrait nous inspirer plus en Europe. Oui, parce que quelque part, quand on parle d'aspirateur à innovateur, c'est vrai que chez nous, alors, dans les mots, on soutient souvent l'innovation. Il y a d'ailleurs une part significative d'investissement dans la recherche, etc. Mais on a l'impression qu'on a parfois du mal à convertir l'essai, en fait. Parce que justement, il y a un problème culturel, il y a trop de bureaucratie, ou c'est quoi comment vous voyez ça? Moi, je pense qu'il y a un manque de prise de risque. Et ce qui est le plus triste, c'est quand on voyage et qu'on voit des projets très impressionnants dans des domaines technologiques variés. Et on se rend compte souvent, quand je dis souvent, c'est probablement une fois sur 3, que derrière ces projets, il y a des Belges. Donc on a vraiment ici la capacité technologique, on a encore des formations de qualité, on a encore des grands esprits, mais les personnes qui profitent de ça à un moment, qui tirent les ficelles, ne sont pas en Europe, et donc c'est tous des talents qui finissent par générer de la valeur et des impôts, et donc la capacité aussi à financer toutes nos infrastructures, notre sécurité sociale, c'est tout ça qui part à l'étranger. Moi, c'est vraiment ça qui me désole finalement, et c'est pour ça qu'il faut un écosystème plus performant en Europe. Et quel est le conseil que vous donneriez? Parce que vous l'avez dit, vous avez créé ça en 2004. À l'époque, c'était en tout cas à la sortie de vos études ou pratiquement, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on se jette dans le grand bain en se disant je ne sais pas si je sais nager, mais je vais essayer, et puis ça marche. Alors non, on se jette dans le grand bain, je ne sais pas si je sais nager, jusque-là je suis d'accord. Après, non, je pense qu'il n'y a personne qui sait nager en réalité dans le grand bain, et c'est la différence avec les États-Unis. Aux États-Unis, ça ne les empêche pas de prendre le risque et de se dire de toute façon j'apprendrai à nager. En Europe, généralement, on est beaucoup plus frileux. Donc le conseil que je donnerais effectivement, c'est d'oser. Je pense qu'il faut croire dans ses rêves, il faut se donner la chance de réussir, il faut se donner aussi la possibilité de rater, et
Ce n'est pas facile. Il y a toujours des difficultés. Il faut relever des défis tous les jours. Il y a presque autant de moments de découragement que de joie. Même dans votre cas où la croissance... Mais non, même dans notre cas, oui. Le mur du Nasdaq, ça arrive une fois. Et puis la très bonne nouvelle suivante, ce sera dans 6 mois. Entre-temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'obstacles à franchir. Mais quand on a des rêves, quand on a l'ambition vraiment de redéployer une région comme on le fait en restant très ancré en Wallonie, on dépasse ces obstacles et puis on est content d'avoir surmonté les difficultés. Alors Aiker travaille, on l'a dit, sur la maintenance industrielle, c'est-à-dire, je vais résumer, vous offrez des solutions technologiques aux industries pour détecter d'éventuelles pannes avant qu'elles ne surviennent. Donc c'est à la fois un gain d'argent, de temps et une solution climatique. J'ai bien résumé? Oui, ça résume. Alors, donc on ne fait pas de maintenance en tant que telle. Non. On fait de la maintenance prédictive et préventive. C'est bien prédire. Voilà, oui. prédire. L'objectif, c'est de supprimer la notion de panne industrielle. Voilà. Donc, grâce à nos technologies, l'industriel va savoir exactement quelle machine doit être entretenue, à quel moment, pour optimiser cette maintenance, éviter d'abord toute la maintenance inutile, parce qu'il y a toute une série de maintenance qui est faite de manière périodique, habituelle, mais qui en réalité n'est pas nécessaire. Ouais. Donc voilà déjà une source d'économie. Mais surtout, en faisant la maintenance prédictive, on évite la casse de la machine. Et la casse de la machine, elle est souvent catastrophique, parce qu'elle génère des dégâts importants, donc des coûts de réparation importants aussi, des arrêts de production, parfois des accidents, des pollutions. Donc il y a tout ce volet-là. Et puis, dernier aspect, la prolongation de la durée de vie des équipements, parce qu'évidemment, si on évite les grosses casses, un équipement qui peut-être allait fonctionner 10 ans, bien grâce à la maintenance prédictive, va pouvoir fonctionner 12 ans, peut-être 15 ans, et ça veut dire aussi que on économise énormément sur l'investissement dans des nouvelles machines et surtout les effets environnementaux associés, parce qu'une nouvelle machine, il faut la produire, il faut la transporter, il faut l'installer, il faut mettre l'ancienne au recyclage. Donc c'est aussi tous des effets qui sont évités grâce à nos technologies. Alors ça veut dire que vous connaissez bien le tissu industriel, j'imagine. Oui. L'accompagner aussi. Tout à fait. Est-ce que le tissu industriel européen est en danger? Est-ce que vous avez parfois le sentiment, il y a eu une fameuse déclaration d'Anvers où un certain nombre d'industries ont dit attention, on tire la sonnette d'alarme parce que notre compétitivité est menacée. Depuis lors, il y a eu des réactions européennes qui avancent bon an, mal an. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous percevez? Oui, c'est quelque chose qu'on perçoit. On a évidemment, grâce à l'ensemble des capteurs qu'on a déployés dans le monde, une vue assez précise sur le taux d'utilisation des machines. Dans certaines industries, il est plus bas aujourd'hui que pendant le Covid en Europe. C'est un indicateur, ça, en fait. C'est un indicateur intéressant. Donc oui, il y a une inquiétude à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut juger les politiques, qu'elles soient européennes ou nationales, beaucoup plus sur base des résultats que sur base des intentions. Le résultat de la politique en Europe, malheureusement, c'est pour l'instant une certaine désindustrialisation. Alors, il y a des intentions de réindustrialiser, il faudra juger sur les résultats, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui. Ça veut dire que vos pôles de croissance sont quoi? Sont aux États-Unis, on l'a dit, ça c'est quand même important en fait. Oui. Et ailleurs, vous sentez que ça vibre dans un certain nombre d'endroits dans le monde? Les États-Unis sont clairement un pôle d'attraction industrielle pour le moment. C'est un marché qui bouge énormément. C'est le marché sur lequel on a le plus de croissance. Je le disais tout à l'heure, c'est là que nos concurrents ont fait des levées de fonds il n'y a pas longtemps. C'est sur ce marché-là qu'on se bat essentiellement, avec des taux de croissance qui sont extrêmement importants. Il y a eu d'ailleurs du soutien. Enfin, il y a eu l'Inflation Reduction Act sous Joe Biden, qui était quand même un moment, qui était une réponse au Covid, mais en fait qui allait au-delà de ça, qui était aussi une manière de soutenir les industries. Oui, et on voit les résultats. Donc il y avait une intention, mais dans ce cas-là, il y a des résultats. En Europe, il y a des intentions aussi, à n'en pas douter, mais les résultats ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis.
Et d'autres zones d'expansion pour vous Alors les autres... L'Asie aussi ou bien Il y a de l'attraction en Asie, mais je dirais, si je dois commenter les zones d'expansion, elles sont plutôt par verticale industrielle. On sent que dans certaines industries, par exemple dans l'alimentaire, il y a une demande pour nos solutions qui est absolument énorme et ce n'est pas forcément lié à la géographie dans ce cas-là. Alors, je ne veux pas vous demander de faire de l'analyse géoéconomique ou que sais-je, mais est-ce que vous dites que derrière les initiatives de Donald Trump, vous avez déjà dit un peu, c'est surtout un bras de fer États-Unis-Chine qui se joue? Est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce que vous dites on est au devant de quelque chose qui sera une modification fondamentale ou pas? Oui, je pense qu'il y a des grands changements qui se passent. Ma clé de lecture, c'est effectivement la rivalité Chine-États-Unis qui ne date pas du deuxième mandat de Donald Trump. C'est quelque chose qui était déjà bien lancé. Des commentateurs américains, c'est ce qu'on entend. La politique de Donald Trump, elle n'est pas liée à Donald Trump, elle est essentiellement liée à cette rivalité avec la Chine. Par contre, évidemment, la manière de faire, la manière de mettre des tarifs un jour, de les changer le lendemain, ça, c'est plus spécifique probablement au président actuel. Mais effectivement, je pense que toute la dynamique qui se joue au niveau international, elle dépasse le mandat de Donald Trump et elle va aboutir à des changements probablement beaucoup plus profonds. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que les Européens, dont les acteurs économiques, doivent choisir entre les États-Unis et la Chine? C'est parfois ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend dans certaines conférences internationales. C'est qu'il y a une rivalité qui va très probablement déboucher sur un conflit, que tout le monde espère le plus limité, dans les années à venir, et qu'à ce moment-là, effectivement, on le sait, dans des conflits, on est amené à choisir son camp. Donc c'est ce qu'on entend. C'est parce que vous n'aimeriez pas faire? Évidemment. D'abord, personne ne souhaite un conflit. Et moi, le dernier, avoir à choisir un camp non plus. Moi, je dis que l'Europe doit retrouver une certaine souveraineté au maximum. Et la souveraineté, ça passe aussi par l'économie, ça passe aussi par la technologie. Donc, on doit avoir cette saine ambition, me semble-t-il, de promouvoir autant que possible le développement de la technologie et de l'économie pour avoir un poids sur la scène internationale. Alors Arnaud Stevener, on a parlé de votre IPO qui est reporté. Il y avait aussi un objectif derrière ça quand même, c'est que vous souhaitez rester ancré en Belgique. C'est un vrai choix, ça. Oui. Et qui est un choix quoi, du cœur ou de la raison ? Je dirais les deux. En fait, Fabrice et moi, on est tous les deux nés dans le Borinage. On a passé notre enfance respectivement, Fabrice à Jemappes et moi à Dour. Et en fait, au moment où on était jeunes, bon, ça commence à dater, mais c'était une région sur le déclin déjà, mais encore prospère. Et puis, au moment où on a lancé iCare, on s'est dit qu'il fallait vraiment redonner justement une ambition. On l'oublie, mais la Belgique, et à ce moment-là, c'était la Wallonie qui tirait, a été la deuxième puissance économique mondiale, juste derrière l'Angleterre. Donc on était à ce moment-là à la pointe de la révolution industrielle. C'est ce qui a porté et créé la richesse entre autres dans le Borinage. Et l'ambition, le message de Fabrice et moi, c'est de dire, mais aujourd'hui, ça se passe au niveau de la technologie, du digital, et on espère insuffler un maximum de dynamisme dans la région pour qu'on retrouve une place de leader là où on peut. Ça, c'est un choix du cœur, parce que raison, elle pourrait vous dire, on va où ça coûte moins cher, on va où les capitaux se trouvent, enfin, que sais-je. Oui, mais c'est un choix effectivement, c'est un choix du cœur, mais c'est un choix de raison aussi, parce que à partir du moment où on se sent un peu responsable pour sa région, on se dit qu'il faut faire le maximum pour justement insuffler cet état d'esprit qui a manqué pendant quelques dizaines d'années. Alors, est-ce que vous vous dites que maintenant, on est à un moment clé par rapport à tout ça? Bon, alors, il y a beaucoup de slogans politiques, j'allais dire, un nouveau gouvernement wallon qui a dit qu'il fallait prendre les choses en main, un gouvernement fédéral qui dit on va faire les réformes qu'on n'a plus faites depuis des années. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Vous vous dites effectivement on a un moment charnière ou bien en fait
pas, ça reste une toile de fond différente? Non, je pense qu'on est à un moment charnière. Il y a des développements considérables dans une série de domaines. Je citerai en particulier l'intelligence artificielle. Les Américains l'ont bien compris depuis longtemps. On entend un discours qui peut paraître simpliste depuis l'Europe, mais qui finalement est très vrai, un discours des Américains. Les Américains disent, finalement, il y a eu 3 grandes périodes dans l'histoire. Il y a eu la période pré-industrielle où l'actif principal, c'était la possession de terre. C'est pour ça que les rois se battaient, c'était pour avoir un maximum de terre, pour nourrir les populations. Et puis il y a eu la révolution industrielle dont j'ai parlé, dont a tiré profit le borinage. Le borinage, la Wallonie, la Belgique, à l'époque, où les principaux actifs, c'était les machines et le capital. Et on est rentré depuis quelques années déjà dans une ère qui est technologique, digitale, et le principal actif, c'est la donnée. Et c'est ce qu'on collecte chez iCare au niveau industriel, où on a une position vraiment clé. Mais la donnée, c'est pas la donnée pour la donnée, c'est la donnée pour nourrir des systèmes, et l'IA en particulier. Donc aujourd'hui, on le voit bien dans les discussions avec les investisseurs, dans les discussions stratégiques, la clé, c'est d'avoir des données. La clé, c'est d'apporter évidemment de l'intelligence à ces données. Ce message-là, il est évident aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. À chaque fois qu'on voyage vers les États-Unis. Il est moins chez nous. Enfin, par exemple, je l'entends moins. Il y a toujours une volonté un peu vertueuse en Europe, alors qu'il y a des aspects positifs. On a eu tout le débat, je ne sais pas si ça compte dans ce dont on parle du RGPD, qui était quand même une manière de contrôler ça. Donc, est-ce qu'il y a trop de freins chez nous ? De nouveau, comme tout à l'heure, je dirais, moi je juge plus les résultats que les intentions. Je pense que l'intention du RGPD, personne ne la contestera. En pratique, quel est le résultat ? Est-ce que nos données sont réellement mieux protégées aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont moins exploitées par les États-Unis, par la Chine ? Est-ce qu'on est redevenu maître de nos données ? Est-ce qu'on a l'ambition de justement les valoriser en Europe ? C'est trop tôt pour le dire, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais pour vous, c'est le nerf de la guerre, ça ? C'est le nerf de la guerre, et dans notre domaine de la maintenance prédictive industrielle, on le fait. L'intelligence artificielle, je veux dire, elle est déjà votre quotidien. Absolument, absolument. Mais les enjeux dépassent la maintenance prédictive industrielle. Et donc, il faudrait prendre conscience de ça de manière beaucoup plus large. Un autre aspect qui est important par rapport à ça, c'est les profils. Vous recrutez beaucoup, en fait. Par année, vous recrutez combien de personnes ? C'est plusieurs centaines par année. Plusieurs centaines, et ça marche ? Vous trouvez les gens ? Oui, on trouve les gens. Compétences et absolument. Tout ça, c'est ça qui est marquant, et c'est aussi mon propos de tout à l'heure, de dire souvent, derrière des réalisations technologiques impressionnantes à l'étranger, il y a des Belges. Donc on n'a pas de difficulté. On n'a pas à rougir, en fait. Absolument pas. Et on a du potentiel réel. Tout à fait. Et la clé, je pense, c'est justement d'avoir cette saine ambition, d'avoir un projet suffisamment innovant, suffisamment avec cette volonté de croissance pour que des personnes talentueuses se disent oui, là je peux m'épanouir, là je peux apporter quelque chose et je peux me projeter. Alors est-ce qu'il y a des moments où vous vous arrêtez un peu et vous vous dites en 2004, on a lancé cette aventure, je l'ai dit tout à l'heure, en sautant dans une bassine et en nageant. Est-ce que vous repensez parfois à ce moment-là ? Je m'abuse, un des slogans qui n'est pas que de vous, mais de iCare, c'est « The sky is the limit ». Oui, tout à fait. Et donc c'est ça que vous vous dites, c'est tous les jours, en fait c'est toujours plus haut qu'on peut aller. Oui. Ça, tous les jours, on vise plus haut. C'est un moteur, oui, de dépasser tous les jours. Ça rejoint la première question. La croissance, elle est tirée par les clients, mais il y a aussi cette volonté en permanence de remettre tout en question pour grandir. Ça veut dire réinventer en permanence. En permanence, aussi, trouver de nouvelles solutions, voir ce qui se fait ailleurs et voir comment on peut concurrencer ça. Absolument. L'étranger, les voyages sont très inspirants. Effectivement, mais ça implique de remettre en question les systèmes, les méthodes, l'organisation, la position des personnes de manière régulière. C'est pas confortable, c'est pas le choix de confort, mais je pense que c'est le choix au final qui permet justement de garder le contrôle sur l'entreprise, de la garder en Belgique, et c'est ce qu'on a toujours voulu jusqu'ici.
L'histoire d'iCare est inspirante et on continuera sûrement d'en entendre parler malgré qu'aucune nouvelle date pour l'IPO ait été annoncée. L'entreprise attend le bon moment et la bonne fenêtre de tir pour se lancer en bourse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Z sur 7. On se retrouve demain pour l'info à ne pas manquer. Demain, Baptiste Lambert, journaliste de Trends Tendance, reçoit Philippe Ledan, senior économiste chez ING, pour parler des marchés économiques et des droits de douane. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.